on veut. Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Il aime courir, dormir, manger et lire. Il aime sa famille, il aime ses amis. Il aime aussi apprendre à aimer ceux qu'il n'aime pas. Il aime la musique. Bonjour Angelo. Je suis ravie de te rencontrer dans un cadre tout à fait spécial pour ce podcast Love Care, puisque on est au Hoxton, un super hôtel. Moi, j'adore cet endroit, en plein cœur de Paris. Et en arrivant, je viens de réaliser que j'avais pas mes câbles pour brancher mes super micros qui donnent un très bon son. Et puis comme je suis tellement contente de te voir, je me dis je ne peux pas annuler cette interview. Je veux quand même la faire. Alors on s'est dit un truc, c'est qu'on va privilégier la qualité plutôt que la qualité de nos échanges plutôt que la qualité du son. Voilà. Et voilà, en espérant que vous allez pouvoir bien entendre cette conversation. D'abord Angelo, c'est vrai que je suis contente de te rencontrer parce que je vois un peu ce que tu fais de loin par Instagram. Et puis je dis, oh, ça me ferait trop plaisir de te rencontrer. Tu m'as dit, ouais, mais j'habite plus à Paris. T'habites dans la Drôme? Ouais. Ouais, bah alors J'habite dans la Drôme, mais pas pour longtemps. donc, il y a des envies de bouger. La maison est vendue. Donc c'est le temps que ça se fasse. C'est à peu près 2 mois et demi. Ça amène sur avril. Voilà, il va juste falloir trouver où est-ce que je vais poser mes valises. Mais Oui, ça tu vas le trouver plus tard Mais peut-être. oui. Et donc c'est un retour à Paris, parce qu'au départ t'as grandi ici? J'ai grandi en partie ici, mais surtout en région parisienne, du côté de Corbeil, dans le 91. Ça te manquait la ville, la pollution, Mais oui, le bruit, Ouais. les pubs partout. exactement. Mais tu sais quoi, je te comprends. Ouais. C'est pas bien de dire ça, mais je te comprends. Non, parce que je dis c'est pas bien, c'est qu'on a tellement ce fantasme, moi aussi la première, de Ouais. vivre en plein cœur de la campagne. Il y a quand même quelque chose dans la ville. Qu'est-ce qui te manque le plus? Je te disais tout à l'heure en off, les gens. Euh, Évidemment que les gens me manquent et que du coup, les gens, des fois ça fait du bruit, des fois ça marche vite, des fois ça te rentre dedans, des fois l'autre, c'est toujours un défi quotidien, mais c'est aussi à travers, je trouve, l'existence des autres que moi je me sens exister et d'être isolé des autres. Franchement, j'ai l'impression de dépérir, quoi. Donc les vaches, c'est sympa, les chevaux, c'est sympa, les chèvres, c'est sympa, les moutons, c'est sympa. La nature, c'est sympa, mais il me manque l'autre. Ouais, tu es un animal social. Alors oui et non, c'est drôle, hein. Ouais. Oui, je suis un animal social, probablement, paradoxalement, je suis très introverti, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de me ressourcer de manière isolée, solitaire, mais c'est vrai que ça s'équilibre forcément avec des interactions, quoi. Et Angelo, moi j'ai découvert aussi ton travail parce que, entre autres choses, tu as écrit un livre sur ces peurs qui nous empêchent d'aimer. Ouais. Mais merveilleux d'avoir écrit sur ce sujet parce que c'est le sujet. Et c'est très étrange parce qu'au départ, on dit tous socialement, je désire aimer, être aimé, c'est un Ouais. grand désir. Et puis toi, tu vas nous dire, mais on désire ça, mais on en a peur aussi. Donc c'est intéressant de voir que la notion de peur qui vient s'installer dans ce rêve, je dirais, parce qu'on fantasme un peu tous le couple. Et je trouvais ça hyper intéressant de discuter de ce sujet des peurs avec toi. Ouais. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter parce que... Mais tu Je m'as fais mille super choses. bien présenté. Ouais, avec ce thème, qu'il aime courir et qu'il aime manger. J'aime courir et que j'aime manger. Il aime manger. Tu Mais vois, c'est bien, voilà, t'as il faut se dépenser et puis après il faut Ouais. remplir le. Comment raison. je pourrais me Dis-moi quoi de toi. présenter? Écoute, j'approche de la quarantaine, tout doucement, mais sûrement. Et j'ai un quotidien qui consiste à, comment dire, accompagner des humains à revenir à, je sais pas comment je pourrais appeler ça, à leur humanité, à leur source, d'une manière créative si possible, d'une manière thérapeutique si c'est possible.
voilà, donc ça se fait dans des espaces tels que la thérapie, en individuel, en groupe. Alors moi, j'ai plutôt une approche gestaltiste, donc c'est une des approches de la psychothérapie. Et j'ai une approche aussi que je pourrais appeler spirituelle, mais c'est pas forcément un mot qui me convient là tout de suite. Il y a cette idée, en tout cas chez moi, et pour moi et pour les autres, je parlais de la peur d'aimer, et du coup de retrouver, de revenir un peu à ce qui est immuable en nous, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Donc je fais aussi de la musique, je fais aussi de la mise en scène, de la direction artistique. J'écris des livres, j'écris des choses, des articles, j'anime des conférences, des stages, des retraites. Voilà, tout Ouais, ça, quoi. tout ça, Tout ça avec simplement. la parentalité. En plus. Ouais. Voilà, je suis apprenant. Ouais. Tu es apprenant et on voit bien effectivement le type de personnalité là, comme on disait à Slasher, de faire pas mal Ouais. de métiers en un, mais Ouais. on sent cette vocation là qui t'anime. Oui, c'est une vocation, Ouais. c'est le mot juste, je trouve. Et évidemment, la première question qui me vient, c'est comment est-ce que tu en arrives à écrire un livre sur les peurs qui nous empêchent d'aimer, Ouais. de venir ce sujet de la peur. Moi, tu es un des premiers qui travaille beaucoup là-dessus, enfin en tout cas dans le paysage, dans ce que j'ai vu. Ouais. Comment t'en es arrivé à associer peur et amour? Oh, alors, très humblement, parce que je suis pris par ça. Je peux que constater que c'est difficile d'être dans les deux en même temps. Alors c'est marrant parce que la peur exclut l'amour alors que l'amour inclut la peur. Et c'est ça, en fait, je trouve, le mouvement qui m'intéresse, c'est que à partir de la peur, effectivement, ça exclut beaucoup de choses, alors qu'à partir de l'amour, tu peux quand même vivre avec tes peurs et y être et les aimer aussi, quoi. Donc j'ai eu tout un cheminement où j'essayais de plus avoir peur, et puis je me suis rendu compte que c'était que j'avais peur d'avoir peur, alors que si j'aimais mes peurs, j'avais plus rien à en faire. Ça veut dire quoi, aimer ses peurs? Alors j'ai essayé de te le dire un peu tout à l'heure, de vivre avec. Aimer ses peurs, c'est marrant, il n'y a que des trucs en négatif qui me viennent, c'est-à-dire ne pas les chasser, mais alors du coup si je le formule autrement, Parce c'est que aimer, c'est un acte, on va dire, très positif. Aimer ses peurs, c'est pas c'est les accueillir, les en fait. accueillir, consentir, Ouais. C'est ça, c'est accueillir, accepter, consentir, les voir aussi, les voir, les regarder. ne pas les juger. Ne pas les juger, mais Si on a peur, c'est qu'il y a une bonne raison d'avoir peur. je sais pas s'il y a une bonne raison. Je sais qu'il y a des raisons, mais je crois que justement, c'est quand on est un peu loin de soi qu'on a peur. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils ont peur et qui vont dire aussi qu'ils n'ont pas confiance en eux, etc. Il me semble que c'est parce qu'ils sont loin d'eux-mêmes, en fait. Tout à l'heure, on parlait de la source, mais au final, c'est la même chose, c'est-à-dire une manière de finalement être un peu à côté de ses pompes, quoi, tu vois. Et donc, c'est parce que je suis en train de me regarder faire que je suis en train, tu vois, de me créer des scénarios, des films, des histoires, des mensonges, du coup, hein, parce que tout ça n'a rien de réel. Donc voilà, c'est d'où ce sujet-là. Donc moi, mes peurs à moi, évidemment. Et puis, force est de constater que j'ai un entourage, en tout cas dans ma perception du monde, qui est pris par ça aussi. Et du coup, ça a eu l'air d'intéresser du monde, quoi. Attends, je voudrais revenir sur une chose que tu viens de dire sur Ouais. le fait d'être à côté de ses pompes. C'est comme si on se regarde, et c'est là aussi que la peur vient quand on... Comme une sorte C'est de... justement, on tu n'habite pas. tu Ouais. parlais de jugement, Ouais. mais il n'y a que parce qu'on se regarde qu'on juge. Ouais. On voit que la peur, elle habite vraiment notre cœur, mais presque au-delà de notre histoire personnelle. Oui, c'est ça qui c'est est un peu transpersonnel, le- oui, ouais. clairement. Il y a du personnel, évidemment, sûr. c'est-à-dire qu'il y a un type d'éducation où je crois que le fondement de cette éducation-là, c'est l'accumulation. Donc c'est qu'en fait, depuis le début, on nous fait croire qu'en accumulant des relations, des connaissances, de la richesse, des diplômes, des bonnes notes, des CDI, même de la pierre, enfin n'importe quoi, des objets, on sera en sécurité, on sera tranquille, alors qu'au final c'est culturel, c'est culturel. C'est justement dans les pays les plus pauvres que la spiritualité, et en tout cas la foi, a été le plus soutenante. Parce que justement, dans le dépouillement, la sobriété, la pauvreté la plus totale, qu'est-ce qui reste? C'est intéressant ce que tu dis.
Donc toi, tu fais ce constat qu'on grandit, on vit dans cette société, tu vois autour de toi, dans ta propre vie, mais aussi dans celle de ceux qui t'entourent, que la peur, elle domine beaucoup. Ouais. Oui, c'est une société occidentale dominée par la peur, clairement. Il y a un manque, il y a un creux, il y a un vide qui se remplit jamais vraiment, quoi. Et on croit qu'il peut se combler ce vide par l'accumulation, justement, de richesses et de non, biens. Il anesthésie. Ouais. L'accumulation, elle nourrit pas, elle remplit pas, elle anesthésie. Et on voit bien d'ailleurs que beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises ne fonctionnent que parce que non seulement elles jouent sur les peurs, et puis elles engendrent aussi la peur. Tu sais, par exemple, je pense dans un certain sens, aux applications de rencontres. Ouais. La peur de ne pas être aimé, de ne pas être désirable. Ouais. Et finalement, comment est-ce que ces applications, je parle vraiment de celles qui font commerce de cette mise en relation de plan sexuel, en fait, se greffe sur cette peur, mais va après l'engendrer aussi. Parce qu'à force d'accumuler les expériences, on peut ressentir davantage ce vide. Et donc, j'ai encore plus peur de ne pas y arriver. Donc, je retourne sur le plateforme. Il y a un côté addictif qui s'enclenche par la peur. Enfin bref, tout ça pour déjà dire... que ça passe par le téléphone, en fait, juste pour ça. Tu passes par un outil qui lui-même crée de l'addiction. Enfin, je veux dire, c'est déjà... Bien sûr. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc cette peur, elle est présente, et ce que toi tu as pu développer dans ton livre, c'est aussi de voir comment cette peur, elle a envahi la sphère, elle envahit aujourd'hui aussi la sphère amoureuse du couple. Tu disais des choses aussi très, très justes sur, tu dis dès lors que le couple devient un lieu, en fait un refuge. Et s'il vient un refuge, il y a aussi la projection de nos peurs. Est-ce que tu peux nous dire davantage ce que tu voulais exprimer par cette idée que je trouve extrêmement Tu me prends à court. C'est toi qui l'as écrit. Mais il y a un petit moment et je le connais pas par cœur. Mais c'est super. Bien. Mais tu sais qu'à chaque fois qu'on me sort un passage, je me dis, mais j'ai écrit ça. Ouais, c'est génial. Moi j'ai déjà oublié, si tu veux. C'est quand on écrit un livre, c'est comme un bébé, tu le portes, après il grandit tout seul. Mais oui, mais c'est là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas donné de nouvelles. Il fallait prendre de nouvelles de ton bébé, parce que en lisant ça, je me suis dit, mais tellement juste. J'avais jamais pensé à ça, tellement juste, mais avec ce couple refuge, et parce qu'il est refuge, il va être aussi, on va y projeter plein de peurs, on va y faire plein de choses. Aujourd'hui, en tout cas, comment cette phrase résonne pour moi maintenant que tu l'as dite. À nouveau, cette idée de refuge illusoire que pourrait constituer le couple comme un palliatif, alors évidemment un palliatif à la solitude, comme un palliatif à nos propres angoisses existentielles, l'angoisse de la mort, l'angoisse de notre propre imperfection, l'angoisse peut-être même du manque de sens de la vie, tu vois. À quel moment, si tu veux, le couple refuge devient cet écran de projection de nos peurs, c'est que l'autre, qui est notre partenaire, n'est pas là au hasard non plus. Ça veut dire quoi quand tu dis qu'il n'est pas là par hasard? Ça veut On dire... croit toujours que la rencontre amoureuse était le fruit d'un hasard. Waouh. Non, moi bon. Dis-moi ce que toi tu penses, ça m'intéresse. Je crois pas au hasard, donc déjà voilà, c'est pas Dieu qui joue au dé. Non, je crois justement que la rencontre avec l'autre est un endroit qui est l'inverse du refuge, qui est une mise en fragilité, en vulnérabilité, en nudité totale, si on veut bien le voir. Parce que je pense que ça commence jamais par cette conscience-là, ça commence toujours par l'autre est mon ennemi. Il n'y a que quand tu commences à considérer que l'autre n'est plus ton ennemi que tu commences à accepter que waouh, qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer de moi, donc de nous, forcément, puisqu'on le construit à deux. Tu viens de dire une chose qui résonne en moi, c'est le côté le lieu où toute notre vulnérabilité va pouvoir aussi se vivre. Et tu vois, petite confidence, mais quand on fait des métiers où on peut être assez exposé, où on a des idées ou des choses comme ça, ou bref, sur le monde, souvent les gens n'imaginent pas ce qu'on peut vivre dans le couple. Je m'explique, c'est que pour beaucoup d'entre nous, je crois que notre conjoint est la seule personne qui sait qui on est vraiment. Tu vois, qui on est vraiment, c'est-à-dire qu'il connaît aussi notre dark side, quoi. Tu
tu vois, c'est facile de. Là, on est tous les deux en train Ouais, de discuter, on ouais. partage nos idées, on a l'air Ouais. d'être très intelligents tous les deux parce qu'on partage des Ah oui, moi idées, j'aime beaucoup on, me le se- rendre on, est intelligent. dans, on est dans un bel endroit et tout ça. Et tout Ouais, ça est très très beau et très chouette et on donne un certain visage de nous. ouais. Tu peux bien penser que l'homme qui vit avec moi, il me connaît, mais dans un état. Ah Mais c'est bah oui, terrible de oui, oui, vivre oui, avec moi, oui, c'est oui. terrible. Ah Et bah le c'est pauvre, je le le, pire je, je partenaire le du plains. monde. Mais oui, moi je suis vraiment la pire partenaire du monde, c'est horrible. Et souvent il me dit, mais si les gens savent, Ah mais si les oui, gens c'est clair. et ils ne savent pas. Ouais, Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le seul espace où cette partie de moi, mon dark side, Mhm. s'exprime, c'est au sein de mon couple. Et c'est ouais, l'homme que j'aime le plus qui le voit et qui se le prend en pleine face. ouais, Et pareil pour lui, qui est un homme oui, extraordinaire et sur plein d'aspects. ouais, J'ai dit, mais si les gens oui, savaient, ouais. personne ne peut imaginer comme tu peux avoir un dark side Ah aussi bah dark. ouais, 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 ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, moi je dis toujours, elle est VIP quoi. Mhm. Elle est au premier rang, donc elle voit tout très bien. Est-ce que parfois tu dis aussi, mais moi j'aurais tellement dû rester ton ami et pas ton Ouais, amoureuse oui, pour oui, ne pas oui. voir ça de Mais toi? peut-être que c'est ça qui continue de nourrir le fantasme des débuts de relation, tu vois, où on fait que chercher des débuts, parce qu'au début on se voit pas. Mhm. On... Je sais pas ce qu'on se fait d'ailleurs, on se fait croire quelque chose qui est nécessaire, parce que sinon il y a... si on... Moi je dis toujours, la rencontre pourrait pas se faire si on se voyait déjà tout de suite comme on est. Il y Ça, a- c'est sûr que moi, on ne serait jamais embarqué avec moi si Bah, vous non, voyez qui je et suis. puis moi j'aurais envie d'être avec personne, je pense, tu vois. T'as trop raison. Bah oui. Heureusement qu'il y a un peu ce filtre au Voilà, début. donc au début c'est Puis, c'est sympa. Oui, mais alors du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'est sympa, il y a une attraction, on voit, on découvre une certaine facette de l'autre. Et Mhm. puis quand on commence à se rapprocher, eh bien, on va commencer à montrer nos vulnérabilités. Et peut-être que dans nos vies, le couple est peut-être le seul lieu ou un des seuls lieux où on montre pleinement notre vulnérabilité. Ouais. Et on fait comment pour vivre avec ça alors? Parce que ça peut être du coup dur, hein, cette aventure. Bah On oui, devrait oui, fuir, mais justement. je crois que c'est comme tout engagement, enfin, quel qu'il soit, je crois que c'est quand tu acceptes en tout cas de mettre les deux pieds dedans, euh, c'est dur. C'est ce que je disais l'autre fois, c'est qu'il y a, j'ai alors comment je pourrais dire ça, non, c'est les parents de mes beaux-parents qui ont fêté leurs 60 ans de mariage. 60 ans. Et tu vois, je me disais, à la fois, ça me fait pas du tout rêver parce que je me dis 60 ans de dur comme ça là, et en même temps, je me suis dit, mais ils doivent avoir une expérience du couple, de la relation, de l'amour, de la famille. T'imagines si moi, il y a rien que j'ai fait. Enfin, évidemment, j'ai pas 60 ans, donc c'est normal, mais il y a aucune activité, il y a rien que j'ai fait pendant autant de temps. Mais t'imagines s'aimer pendant 60 ans. Ça veut dire que t'es plus qu'un expert. Et expertise, ça veut pas dire mieux savoir que les autres. Ça veut juste dire que tu as plein de cordes à ton arc pour le traverser et le vivre encore et encore et encore et encore. Et je suis pas un... Parce que je sais que enfin, il me semble que tu parles aussi beaucoup de ça, si tu veux, l'amour durable ou du couple durable, tu vois, qu'est-ce qui fait que ça dure, ou en tout cas, bon, voilà, Et sans être dans le côté durer pour durer, comme un Voilà, mais c'est ça. challenge. C'est ça. Mais comment durer dans le côté vivant, quoi. Ouais. Rester du côté des vivants. C'est ça. Tu vois. Et effectivement, des fois, tu vois que ça dure et tu te dis, mais peut-être peut-être que... Voilà, enfin, peut-être que ça aurait dû changer avant, ou voilà, enfin... Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que je suis pas quelqu'un, en tout cas, qui pense la qualité de la durée, la relation par rapport à la durée. Je me dis pas, bon, bah, si ça fait 60 ans, c'est que ça se passe bien, et comment vous... Parce que souvent, le réflexe va dire, mais quel est votre secret? Mais en fait, il n'y a pas de secret, c'est juste qu'il traverse tout ce qu'on est en train de dire, les peurs, le miroir, la vulnérabilité, les doutes, ouais, la souffrance, même parfois. Voilà, ça fait 60 ans qu'il le traverse. Mais tu crois pas que c'est particulièrement difficile pour des personnes de notre génération, l'aventure du couple, parce qu'on a quand même imaginé et fantasmé le couple, je repense, que c'était
un lieu de bien-être, de joie et de bonheur. Hmm. Donc là, quand tu dis traverser des crises, c'est difficile, c'est quand même un peu un choc, quoi, quand Ouais. tu vois la réalité. Ouais. Qui te dit, tu sais, l'aventure du couple, c'est une sacrée aventure, ça en vaut la peine, mais waouh, c'est rude, et ça va demander des efforts, et puis ça va être, tu vas être confronté à ta vulnérabilité, à ta noirceur. Toi, t'es pas armé pour ça. Donc quand tu débarques là, t'arrives et pouf, tu te prends le truc. Mais surtout, tu le prends d'autant plus fortement dans la figure que tu as imaginé que c'était un lieu d'épanouissement. Tu sais, le couple Instagram. Oui. Tu vois le couple Instagram ou pas? Oui, j'en suis pas beaucoup, mais je vois ce que tu veux dire. Ils sont extraordinaires, ces couples-là. Mais qui sont-ils? Ces couples qui se mettent en scène et ça a l'air vraiment merveilleux. Et alors après, quand ils ont des enfants, c'est merveilleux. Toutes les photos sont absolument nickel, la famille est absolument nickel. Et tu te dis, waouh, quelle chance. Quand toi, tu fais ta propre réalité, tu dis, waouh, c'est quand même difficile. Alors, je ne suis pas certaine que nos grands-parents, quand ils commençaient l'aventure du couple, avaient cette image-là de la relation, de ce couple pénible. C'est pour ça, tu vois. Pas du tout. Mais je pense qu'il a le gros défaut par rapport à l'aventure du couple de notre génération. Il y a vraiment quelque chose qui se... Comment je pourrais appeler ça? Moi, c'est le mot individualisme qui me vient. C'est-à-dire que... pour moi, la relation, le couple, pourquoi pas la famille aussi derrière, ce sont justement à la base des entités, institutions qui symboliquement sont plus grandes que l'individu. Le couple, si tu veux, c'est plus que moi ou toi. C'est quoi alors si c'est plus que toi et moi? C'est autre chose, mais c'est comme si tu veux, moi j'appelle ça le toit en fait. C'est qu'il y a un toit au-dessus de notre tête, quoi. Il y a un toit TOIT, hein, pas. Et donc du coup, si tu veux, c'est toujours la question de est-ce que j'agis pour moi ou j'agis pour nous? Que tu mettes couple comme un toit, ou que tu mettes famille comme un toit, ou que tu mettes société comme un toit, ou que tu mettes la planète comme un toit, en ce moment avec tous les questionnements sur l'éco-anxiété et tout ça. Donc, et pour moi, du coup, le fait d'être passé à quelque chose d'une perception de la vie beaucoup plus individuelle, c'est-à-dire est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, est-ce que je suis confort, est-ce que je suis pas confort, est-ce que j'ai des avantages, est-ce que je vais perdre, tu vois, fait que y a plus rien au-dessus de notre tête. Donc chaque choix, déjà, ça va dépendre de nous. Alors qu'à la base, le couple fait partie de la famille fait partie du village, le village fait partie de la société fait partie du pays, le pays fait partie du continent, et le continent fait partie du monde. Donc on est quand même avec plein de toits au-dessus de notre tête qui nous sécurisent et qui nous portent, parce qu'il y a d'autres personnes que nous, quelque part, pour... si on se casse la gueule, prendre en charge, nous dire non, mais là, tu vois, avant, par exemple, il y avait beaucoup plus on se reposait beaucoup plus sur les aînés. Aujourd'hui, les aînés, c'est des boulets, tu vois. Et donc, du coup, à l'époque, peut-être qu'on pouvait plus facilement prendre un conseil de papy qui disait, ah, mais tu sais, mon petit, la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber, j'en sais rien, tu vois. Je dis ça au hasard, mais... Et, ah, ok, merci, papy. Et ça porte, tu vois, tu l'intériorises et tu te balades avec dans la vie et tu dis, ok, il y a papy qui m'a dit ça, c'est que ça doit être important, ça compte pour moi, et du coup, ça me soutient. Aujourd'hui, vu que je pense plus qu'à moi, je suis à poil, tout seul, isolé des autres, sans toit au-dessus de ma tête, et avec en plus le choix, la pléthore de choix, qui fait que du coup le moindre choix devient une espèce de renoncement à tout, devient une espèce d'épée de Damoclès ou de poids qui en fait qui dans l'individualisme ne peut pas reposer uniquement sur mes épaules. Avant, à l'époque, quand on se mettait en couple et qu'on ramenait quelqu'un, on se mariait avec, etc. Enfin, voilà, il y avait quelque chose de traditionnel. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut à ce niveau-là, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui était soutenant, c'était que la personne avec qui on est partenaire, quelque part, soit aussi validée par la famille, pas que validée par la famille, mais aussi validée par la famille, parce que ce sont des familles qui vont faire couple. Après, ce sont des familles qui vont faire alliance. Ce sont des familles qui vont se rencontrer.
Et le but de tout arbre généalogique et de toute famille et de tout couple, c'est quand même que ça fasse des fruits derrière, quoi. Peu importe ce que c'est, on s'en fiche. Donc, si tu veux, le choix du partenaire, le choix de la mise en couple, le choix de la mise en relation était probablement plus difficile parce qu'il fallait que la famille accepte. Et d'ailleurs, il y a encore des personnes qui vont demander la main à leur future belle famille ou autre. Et je suis pas en train de dire que ça c'est mieux qu'autre chose, mais je suis juste en train de dire que si tu veux, t'es plus seul à prendre la décision. Parce que en fait, cette décision, l'individu, c'est une illusion. Tu fais jamais les choses pour toi. Il n'y a jamais que toi. Il y a toujours un impact sur l'autre, ne serait-ce que parce que tu te mets en couple. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore plus de peur, encore plus de... Ça part dans tous les sens. Parce que justement, en fait, on s'isole des autres. Et alors qu'avant, en tout cas, on dit souvent il faut un village pour élever un enfant, mais il faut un village pour tout. On dit souvent aussi un couple isolé est un couple en danger. Ouais, j'aime bien cette idée-là. Je te confirme. Ah ouais. Je te confirme. Mais vraiment. On me confirme dans mon oreille aussi. On arrête. Ouais. Tu vois bien cette expérience. Bah oui. Ça rejoint c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, c'est ce qui nous est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. Je t'écoutais attentivement, c'était tellement fort ce que tu dis. Je suis parti très loin, désolé, non, mais parce que la question était simple. Parce que c'est tellement juste ce que tu dis. Ben, soutien et aussi co-responsabilité. Oui, co-responsabilité, ouais. Parce que du coup, à l'époque, tu pouvais peut-être aussi accepter que, si... tiens, il plaît pas pour X ou Y raison, ou elle plaît pas à maman, à ma soeur, à mon frère, à mon père, ou X ou Y... Et du coup, ça fait l'objet d'une discussion. Et puis, du coup, on peut parler des valeurs familiales, on peut parler de pourquoi, de qu'est-ce qu'on partage, tu vois. Et alors que là, en fait, on choisit quelqu'un. C'est tout. Ouais, et alors, comme ça repose que sur l'individu, moi, ce que je peux souvent observer, je rencontre pas mal de célibataires, je réalise des stages, etc. Et il y a vraiment derrière aussi une grande peur, c'est la peur de se tromper. Ouais. J'ai tellement peur de me tromper que du coup tous mes radars sont ouverts. Je vais analyser la personne en long, en large et en travers et je vais la juger, porter un jugement pour être sûr que c'est la bonne personne. Et c'est souvent là qu'on fait des grosses erreurs. Ouais. Mais derrière aussi, je trouve que ça rejoint cette idée que le choix repose que sur mes épaules, quoi. Ouais. Ou alors, de temps en temps, tu vas peut-être en parler à tes copains, tes copines. Puis elles vont te dire, ou ils vont te dire, ouais, si, on s'entend bien, elle est cool, machin, ou alors, c'est super bizarre, mais ça va pas plus loin. La mise en couple, c'est un truc collectif, quoi, en fait. C'est la première échelle du groupe, le 2. Donc, ça commence par là, mais si le truc est foireux dès le début, c'est sûr que derrière, après, faut pas s'étonner qu'il y ait des guerres, en fait, hein. Pour moi, il y aurait plus d'attention à comment on se met en couple et qu'est-ce qui se passe et quels sont nos enjeux et comment on apprend à se connaître. Si déjà à 2, on arrive à pas être en guerre, peut-être qu'à 3 non plus, et puis tu vois, donc ça, pour moi, ça a une portée énorme. Et après, effectivement, la peur de se tromper, pour moi, elle est absolument liée à la fois ce qu'on est en train de dire de l'individualisme, c'est-à-dire du coup, vu qu'il n'y a plus que moi qui décide, c'est lourd pour moi de responsabilité. Mais la responsabilité, c'est aussi l'autre côté de la pièce de la liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Donc en fait, à partir du moment où je ne prends pas ma responsabilité, je ne suis pas libre, puisque je ne fais pas de choix. Et en plus de ça, pour moi, tu as parlé de est-ce que c'est la bonne personne ou pas, mais ça c'est pareil, c'est un concept, quoi. Exactement. Donc, un concept qui engendre beaucoup de peur, quoi. C'est-à-dire que oui, dès le départ, il y a un problème dans l'équation. C'est l'idée même qu'il y aurait une bonne personne. Ou une personne qui est faite pour nous. Mais si tu veux, il n'y a personne dans le monde, sur les 8 milliards d'individus, qui est né avec l'unique mission dans sa vie que d'être la bonne personne pour toi. Ce serait triste quand même. Ouais. Parce qu'elle ferait rien en attendant que tu arrives dans sa vie ou qu'elle arrive dans ta vie. T'imagines ? C'est terrible. Cette idée-là est assez terrible. Bah oui. Et puis tu peux vivre toute ta vie en essayant de trouver le ou la bonne. Ouais. Et
c'est assez étrange comme concept. Et pourtant, il reste un petit peu. Mais tu vois, je voulais aussi rebondir par rapport à cet individualisme. On le voit aussi dans les séparations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu traverses une période difficile, on va souvent te dire, pense à toi. Ne prends pas de choix par rapport à tes enfants, ne prends pas des choix par rapport à d'autres. Pense à toi. Ouais. Il y a quelque chose de très juste par ce conseil qu'on peut donner, c'est-à-dire vraiment mets-toi à l'écoute de ton cœur, mets-toi à l'écoute de ce qui t'anime. Et je trouve ça important. Et en même temps, on ne peut pas sous-estimer que quand on a construit une relation avec quelqu'un, eh ben, on n'est pas tout seul. Et je pense qu'il y a quelque chose que on ne dit pas par rapport à la séparation. J'en ai fait moi-même l'épreuve et je me suis pris un peu un choc parce que j'étais pas, comment dire, je ne m'y attendais pas. C'est qu'en arrêtant une relation avec un homme, eh bien, j'ai eu des ruptures avec, non seulement avec mes enfants, parce que je les vois plus tout le temps, des ruptures avec ma belle famille, que j'aimais beaucoup, des ruptures avec beaucoup d'amis aussi, des ruptures avec des lieux que j'aime, des ruptures avec des activités que j'aimais faire. Et en fait, il y a toute une série de ruptures, même aussi avec des choses, enfin c'est bête, mais des choses matérielles, et c'est au moment où tu prends cette décision et quand tu la penses, tu penses que c'est qu'avec un homme ou qu'avec une femme. Non, en fait, il y a d'autres aspects. Donc, ce que tu viens d'expliquer, tu as dit aussi, l'individualisme est une illusion. Oui. Et je trouve que voilà, c'est une illusion. Non, en fait, c'est pas pour ça qu'on va pas prendre la décision, hein, mais simplement de prendre conscience que c'est une illusion et du coup de se préparer à ça et arrêter de vivre dans le côté non, ça ne regarde que toi. Et si toi t'es bien, tout le monde sera bien. Mais non, c'est pas vrai. Enfin, voilà, ça va faire de la peine aux autres et on va vivre avec. Hein. Mais au lieu de arrêter de masquer cette réalité et voir que c'est une illusion, cette individualisme. Oui, mais c'est ce qui me vient, c'est c'est l'idée de la séparation aussi, c'est-à-dire que la plupart des couples se séparent seuls, c'est-à-dire que il faut être deux pour se séparer, il faut se quitter mutuellement, c'est pas un qui quitte l'autre. Quand il y en a qu'un qui quitte l'autre, je peux te dire que le deuil se fait jamais. Et que les fantômes et toutes les alliances inconscientes et tout ce qui traîne de résidus de la relation, où tu te retrouves au final toujours un peu à trois dans le même lit, parce que tu as ton nouveau mec ou ta nouvelle nana, mais tu as aussi l'ex qui est encore là. Du coup, ça arrive beaucoup dans les couples qui se séparent et dans lesquels la séparation s'est faite uniquement d'un côté. Je me suis fait quitter, tu vois. Ça, c'est typiquement quelqu'un qui n'a pas quitté l'autre. Et donc, je trouve que c'est important que on n'oublie pas que quand on se met à deux, on choisit tous les deux. Quand on se quitte tous les deux aussi, quoi. Et pour le coup, ce qui est très difficile dans le fait de se quitter à deux, c'est que il y a beaucoup de couples qui savent pas pourquoi ils se quittent. Mais c'est-à-dire, à part ça va plus, à part tu peux faire la liste non exhaustive de toutes les merdes, tu vois, du quotidien qui vont plus, à part le fameux j'ai besoin de me retrouver, parce que c'est ça, hein, quand on dit que il faut que tu penses à toi, etc., c'est parce que derrière, à l'intérieur de toi, il y a le fameux j'ai besoin de me retrouver. Et en fait, la plupart des couples qui se séparent seuls, comme ça, c'est-à-dire non pas mutuellement, mais où il y a qu'un côté qui s'en va, moi j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de couples qui se séparent avec des points d'interrogation. Et ça va avoir quoi comme conséquence alors ? Que tu repars de là où tu t'es arrêté. Tu te remets en couple, mais tu repars de là où tu t'es arrêté, en fait. Parce que il y a un principe, si tu veux, vital, qui est que ce vide, ce point d'interrogation, cette phrase où il n'y a pas la fin, tu sais, il manque un mot à la fin, il y a quelque chose qui va pousser pour que tu puisses la trouver, cette fin de phrase, pour que tu puisses répondre à cette question, pour que ce point d'interrogation disparaisse. On appelle ça une gestalt inachevée, tu vois, dans notre langage. Donc, quand il y a quelque chose comme ça qui reste en suspens, toi, tu arrives dans ton nouveau couple avec le suspens, et avec l'espoir inconscient quelque part qu'il y a un moment donné où tu puisses relâcher les épaules et te soulager parce qu'il y a quelque chose
résout quelque part. C'est ça que tu voulais dire quand tu disais tout à l'heure qu'on ne choisissait pas par hasard notre partenaire de vie. Bah non. On le choisit parce qu'on veut résoudre cette Tu l'as énigme. choisi avec ce suspens. Ouais. Qui nous vient d'abord de nos parents. Enfin, qui vient de... Oula, qui vient de... Ouais, c'est toujours multifactoriel, ouais, mais bien sûr, ça peut être transgénérationnel, ça peut être familial, ça peut être l'ex, ça peut être plein de choses, ça peut être des traumatismes d'enfance. Mais on arrive avec tout ça, on arrive avec nos blessures, on arrive avec nos points d'interrogation, on arrive avec là où on s'est arrêté avec la personne d'avant. On arrive avec nos modèles de couple aussi, internes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a eu comme couple en face de nous à la maison, tu vois. C'est tout ça en fait qui se remet en jeu, c'est pour ça que je dis que c'est loin d'être un refuge, au contraire. Ça peut l'être, évidemment, heureusement, on peut s'appuyer sur cette relation. Et ça peut l'être à quelles conditions, du coup, tu dirais? De sortir de l'individualisme. Ouais, c'est ça. Sortir de l'individualisme pour que le couple devienne un point d'appui, parce qu'en fait, du coup, ça devient... tu te reposes sur quelque chose qui est plus grand que toi, qui est ce couple, qui est la relation, qui est nous. C'est, tu sais, cette phrase moi, que j'aime beaucoup, mais tout est plus grand que la somme des parties. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'un couple, une famille, une société, c'est plus que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus grand que ça. Alors, on est arrivé à cette idée de l'individualisme parce qu'on parlait des peurs, et toi, tu faisais vraiment ce lien. Aujourd'hui, comment apaiser nos peurs d'aimer? En aimant. Ça paraît simple quand on parle comme ça, mais c'est chouette. Non, mais tu sais, il y a la plupart des gens qui cherchent à être aimés n'aiment pas. Faut imaginer qu'on est comme un tube qui part de nous et qui revient à nous et qui passe par l'autre. C'est comme si je m'aimais à travers toi. Donc je passe par toi pour m'aimer. Et en fait, si j'imagine ce tube, du coup, moi je ne suis que... Je porte mon attention uniquement sur la partie du tube qui va me donner, donc à travers laquelle je vais censé être le réceptacle, recevoir, en imaginant que du coup c'est l'autre qui donne. Alors que si tu imagines ce tube qui revient en U vers toi, en fait, si tu donnes pas, tu reçois pas. Parce que donner et recevoir, c'est le même geste. Et que de ce fait, tu ne peux te sentir aimé que si tu aimes, quoi. En fait, il y a que ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de détour. Il n'y a pas 10 000 bouquins de développement personnel avec des méthodes différentes et des machins différents. Il y a une voie. Il n'y a qu'une voie. Et cette voie-là, en fait, si tu la comprends vraiment, si tu la ressens vraiment, si tu l'expérimentes vraiment, tu vas te rendre compte que si on fait un petit détour, tu ne te sens pas aimé parce que probablement tu ne t'aimes pas à ce moment-là. Mais si tu ne t'aimes pas à ce moment-là, c'est que tu ne te donnes pas d'amour. Je m'aime, tu vois. Mais en fait, c'est la même chose, aimer quelqu'un et s'aimer soi-même, puisque en fait, c'est un tube qui te revient. Et donc, du coup, c'est quand je mets de l'amour à disposition, quand je donne, quand j'aime, que cet amour en passant par l'autre me revient. Mais c'est exactement pareil avec l'argent, c'est exactement pareil avec l'énergie, c'est exactement avec n'importe quoi en fait, si tu veux. C'est que quand je dis donner et recevoir, c'est la même chose, c'est-à-dire que je suis la source et la destination en même temps. Mais Angelo, ça change tout de penser comme ça. Bah oui. J'aime bien, bah ouais, normal, bah oui, c'est si simple. Non mais c'est simple, c'est simple à dire. À dire, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre parce que... Pour moi, c'est une révolution opérée au fond de soi, dans son cœur. Oui, je vois ta tête et je sais pas ce que t'en penses. Mais justement, je me dis que c'est très fort, je me dis que c'est très vrai, je me dis que j'ai du boulot. Non, en fait, c'est ça que c'est, tu vois. C'est très juste. C'est ça qu'on se dit souvent, il y a du boulot, mais en fait, pour moi, le travail sur les peurs, il est essentiel parce que c'est la manière d'enlever les couches qui obstruent le tuyau. C'est un peu comme si ton tube il était encrassé de ça en fait. Et donc du coup il est encrassé et si tu veux il y a qu'un truc il y a qu'un canard WC dans l'histoire, c'est l'amour que tu vas mettre dans ce tube là. C'est ça qui nettoie le tube en fait. Et il nettoie mais sans les mettre à l'extérieur, sans les mettre de côté si tu veux. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que la peur exclut alors que l'amour inclut. Et donc du coup si l'amour inclut, t'as les peurs dedans, t'as la frustration dedans, t'as le pouvoir dedans, t'as tout ça dedans. Chaque notion, si tu veux, devient toxique ou
euh, saine ou créatrice en fonction de si tu mets de l'amour dedans ou pas. Donc, en fait, tu as peur à partir du moment où tu mets pas l'amour dedans, et ça devient effectivement des angoisses, de l'anxiété, du stress, etc. Si tu mets de l'amour dans ta peur, ou en tout cas si tu aimes ta peur, ça devient du courage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent bah ouais, mais justement quand tu as peur d'un truc, voilà, ça te challenge, et du coup c'est ça qui fait que tu t'y vas et que tu te dépasses. À ton avis, c'est quoi le truc en dessous? Qu'est-ce qui fait que d'un coup la peur devient un truc qui fait que tu te dépasses et que ça devient du courage? Le courage, c'est le cœur, et donc du coup c'est parce que tu as aimé ta peur à ce moment-là. Tu en as fait quelque chose, tu l'as pas mise de côté. Quand tu la mets de côté, ça devient de l'angoisse, et du coup ça s'accumule, et du coup tu te finis par faire des crises d'angoisse sans aucun contexte, et tu sais pas d'où ça vient. Et donc en fait c'est cette énergie-là qui va te faire basculer d'un côté ou d'un autre, quelque chose qui peut être soit effectivement destructrice, toxique, etc., soit créatrice, et qui te donne de l'élan, quoi. Voilà. Voilà. Cet exemple. Ouais. Mais Angelo, merci pour ce que tu partages. Parce que c'est marrant parce que tu dis les choses avec une grande simplicité et c'est tellement juste. Ça change tout de penser à la relation avec ce tube dont tu parles. Et c'est en aimant qu'on sort de nos peurs, et le courage d'aimer aussi. Ouais. Mais tu vois, c'était pour répondre un peu à ta question de la peur de se tromper, de la bonne personne. Les gens qui cherchent la bonne personne cherchent à être aimés. Et en fait, la bonne personne pour ces personnes-là, c'est qui va m'aimer le mieux. Et ils sont à côté de la plaque. Alors comment est-ce qu'ils pourraient formuler les choses? Tu peux aimer n'importe qui. Ouais. Donc il n'y a pas de bonne personne. Je dis pas que tu aimes n'importe qui, je dis que tu peux aimer n'importe qui. Tu peux, vraiment tu décides. Oui. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'amour c'est pareil, c'est un truc, tu sais, un peu, comme tu disais, qui arrive comme ça, un peu au hasard, un peu... qui pensent que l'amour c'est pas une action. L'amour c'est une action. Aimer c'est faire quelque chose. Tu fais quelque chose de cette énergie-là, vis-à-vis de l'autre, ou vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis d'une activité, n'importe quoi, d'un objet, peu importe, on s'en fiche. Donc quoi, le travail d'une vie, c'est de faire de la place au fond de soi pour c'est pour ça que je parlais du vide. C'est pour ça que je disais que c'était très important d'être vide et pas d'être comblé. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que du coup, tu permets à l'autre d'aimer. Et en permettant à l'autre d'aimer, tu aimes. Et donc ton job à si toi, on est tous pleins, de faire de la place. Exactement. C'est pour ça qu'on travaille sur les peurs et qu'on fait un peu le vide de tout ça. On débouche. On débouche, on dépouille, on enlève les couches, quoi. Pour faire la place à cet amour. Ouais. Pour être soi-même un récipient capable d'accueillir ce qu'il y a autour de nous, quoi. Voilà. Ça veut dire que... Vas-y, termine ce que tu veux dire, en fait. Non, vas-y. Non, mais parce que je suis en train de penser aussi à toutes les personnes qui peuvent accompagner qui sont célibataires, comme je disais tout à l'heure, qui se disent je veux trouver l'amour, mais finalement on peut retourner complètement les choses en se disant quelle place. C'est un travail de comment est-ce que tu fais de la place. Je parle avec les mains, vous voyez pas, mais dans ton cœur, pour que l'amour puisse, pour que tu puisses goûter à l'amour que les gens ont à te donner ou à recevoir l'amour. Il y a une question de aimer. Quelle la place je fais pour recevoir l'amour. Moi, si tu veux, c'est déjà pour moi, il y a un bug dans le fait de le chercher à l'extérieur. Je pourrais dire ça comme ça. Je m'assure d'être vide et de rester vide pour être le récipient capable de recevoir tout l'amour qu'il y a autour de moi, en moi ou autour de moi, en donnant de l'amour, justement. Le paradoxe, c'est que tu donnes quelque chose pour t'en vider, pour que ça te revienne. Le miracle, c'est de donner quelque chose que tu n'as pas. Exactement. C'est ce que tu es en train de dire. Ouais. Mais tu sais que c'est souvent la résolution d'une thérapie. Hein. C'est-à-dire que la fin d'une thérapie ressemble souvent à un moment où le patient ou la patiente se met à faire quelque chose qu'elle n'a pas reçu elle-même, se met à donner quelque chose qu'elle n'a pas eu elle-même. Et il se trouve qu'en le faisant, elle reçoit. Et si on s'arrêtait sur ça? C'est trop beau ce que tu partages. J'adore. On parlerait des heures, hein, Angelo. Bah oui, mais alors voit qu'à boire et à manger, par contre. Tu sais que moi, j'aime manger. Bah oui, et tu aimes boire et courir aussi. Et courir, mais bon, je courrai plus tard. Et que là, on est à côté donc d'un resto. On a très envie de prendre un petit verre. Angelo, juste, on va peut-être terminer là-dessus.
Ou tu voudrais dire une chose que tu voudrais partager, que tu as comprise quelques années plus tard, aujourd'hui, que tu voudrais... Je crois que c'est là que j'en suis, hein. Ouais. En tout cas, dans ma réflexion, hein. Je pense que dans mes actes, il y a encore du taf. Et je suis sûre que si je te rencontre, je te revois encore dans quelques semaines ou quelques mois, tu me diras encore autre chose. Ah oui. T'avances, hein. Ouais. Ouais. Moi aussi, je suis pareil. C'est un peu particulier comme ça de se dire que les choses sont en mouvement, mais Ouais. c'est ça qui est passionnant. Tant Merci mieux. beaucoup. Ouais, Merci d'avoir merci à accepté toi. de faire cette interview avec nos iPhones. Mais c'est génial, Et, technologie. Et puis j'espère à bientôt, on va continuer à te suivre, Ouais. à la fois sur tes comptes Instagram, sur tes internet, sur ton site. Ouais. Mais, et puis ce livre, je vous encourage à le lire. Les Cool. peurs qui nous empêchent d'aimer. Bon, bah merci. Merci Angelo. Merci à toi. Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble,